Alors que Paris bouillonne de vie et de lumière, une toute autre France se dissimule dans les ombres de l'oubli. Des ruines silencieuses et opaques, où le temps s'est figé d'une manière tragique, cruelle ou profondément étrange. Laissez-vous glisser dans les brumes. Voici 5 villes fantômes françaises où plus personne ne vit. Ville 5, Brovès. Il est des exils qui ne portent pas explicitement le nom de guerre, mais qui en exhalent toute la brutalité froide et inéluctable. Imaginez la chaleur écrasante du soleil provençal, frappant des façades de pierre calcaire, jadis si lumineuses et pleines de vie. Les volets écaillés, dont la peinture bleue disparaît lentement sous la morsure implacable des saisons, pendent lamentablement aux fenêtres. Ils battent au rythme sec du Mistral, claquant contre les murs dans un vacarme lugubre. Mais plus aucune main humaine ne viendra jamais les refermer. Ce petit village perché du Var n'est pas mort de vieillesse ni d'une lente agonie économique. Il a été purement et simplement séquestré par l'État français. L'année 1974 a marqué la fin abrupte d'une histoire séculaire. Pour laisser la place au gigantesque camp de Kandjouers, conçu pour être le plus vaste terrain d'entraînement militaire de toute l'Europe, les villageois ont été arrachés à leurs racines, chassés de leur foyer, avec la froideur mathématique d'un décret gouvernemental, sans le moindre appel. Aujourd'hui, approcher ce hameau déchu est une entreprise formellement interdite. L'horizon est barré par des kilomètres de fils barbelés tranchants, rongés par la rouille des intempéries, et d'innombrables panneaux rougis par le soleil qui hurlent un danger de mort imminent. L'herbe sauvage et desséchée transperce le goudron fendillé de l'ancienne place du marché, tandis que le silence lourd des ruelles étroites n'est brisé que par le fracas métallique des blindés en manœuvre et le grondement sourd de l'artillerie lourde. L'armée s'est approprié ce sanctuaire rural pour le transformer en un sordide champ de tir dédié au combat urbain. Les lourdes portes de chêne sont défoncées par les bottes de soldats sans visage. Les murs ancestraux sont grêlés de cratères d'impact, et une poussière âcre de plâtre pulvérisé recouvre les grandes cheminées où crépitait autrefois le feu des veillées paysannes. L'atmosphère qui règne ici est d'une tristesse absolue, lourde et poisseuse. C'est le contraste écœurant entre l'odeur piquante de la cordite et le parfum délicat de la lavande sauvage, qui s'entête désespérément à pousser à travers les douilles de laiton abandonnées sur le sol pierreux. Une architecture rurale noble est quotidiennement mutilée par des exercices de destruction systématique. Le deuil des habitants ne trouve jamais son terme. Une seule et unique fois au cours de l'année, lors d'un pèlerinage profondément douloureux et surréaliste, les familles exilées obtiennent la permission exceptionnelle de revenir fouler la terre de leurs ancêtres. Ce bref instant de recueillement se déroule sous une stricte escorte militaire, encadrée par des hommes armés de fusils d'assaut. Les anciens résidents marchent en pleurs au milieu des décombres et des cratères factices, et un prisonnier d'une ville captive où le doux murmure du vent a été définitivement assassiné par l'écho perpétuel de la guerre. Ville 4, Pirou. Le vent salé de la mer de la Manche souffle une complainte éternelle sur des cadavres de béton brut. Nous quittons les collines de Provence pour nous enfoncer dans les brumes de la Normandie, là où la cupidité des hommes a donné naissance à l'une des cicatrices les plus grotesques du littoral français. Ce n'est pas un village englouti par la poussière de l'histoire, mais une monstruosité architecturale morte avant même d'avoir poussé son premier cri. Dans les années 90, l'illusion d'un paradis touristique mirobolant, pompeusement baptisé Aquatour, a attiré des dizaines de rêveurs en quête d'une paisible retraite face aux vagues. Le promoteur immobilier, un véritable architecte de ce désastre de grande ampleur, s'est évaporé dans la nature avec l'intégralité des financements, abandonnant derrière lui un chantier dantesque et des dizaines de familles financièrement écrasées. 120 maisons ont été abandonnées là, figées pour toujours dans un état de décomposition prématurée. Elles n'ont jamais reçu l'ombre d'une toiture ni l'éclat d'une moindre vitre. Ce sont de sinistres squelettes géométriques alignés le long de la plage dunaire, dont les parpaings grisâtres pleurent de longues larmes de salpêtre sous les violentes averses normandes. Le sable s'infiltre dans les fondations ouvertes,
avalant lentement ce qui devait être des terrasses ensoleillées. Avec le passage des décennies, un véritable combat à mort s'est engagé entre la nature sauvage et la culture de la rébellion urbaine. Dalles et ronces épaisses, armées d'épines acérées, ont grimpé le long des cloisons inachevées, éventrant la maçonnerie fragile et transformant les salons imaginaires en de denses forêts impénétrables. La végétation marine dévore les angles droits, imposant la suprématie absolue des herbes hautes sur le ciment armé. Mais le silence macabre de la ruine a rapidement été supplanté par les battements frénétiques du monde nocturne. Cette cité mort-née est devenue l'épicentre d'un univers interlope. Des milliers de graffitis recouvrent aujourd'hui le moindre centimètre carré de murs encore debout. Des fresques criardes, des visages déformés et des slogans vengeurs se superposent dans un chaos visuel saisissant, témoignant du passage incessant d'âmes errantes. L'odeur chimique et âcre de la peinture en aérosol se mêle intimement aux effluves iodés du goémon pourrissant sur la plage voisine. Pendant de très longues années, l'ossature de Pirou a vibré au son assourdissant des fêtes illégales. Les foules investissant ces couloirs sans fin pour danser sur les cendres d'une arnaque colossale. Se perdre dans ce labyrinthe de parpaings bariolés provoque un vertige indescriptible. C'est l'incarnation même d'un univers post-apocalyptique contemporain, un musée anarchique à ciel ouvert où l'art de la rue et l'invasion végétale ont définitivement remporté la bataille contre le mensonge de la civilisation moderne. Ville 3, Courbefies. Il y a une terreur douce et asphyxiante dans le silence opaque des forêts profondes de la Haute-Vienne. Là-bas, caché sous une voûte de feuillage qui filtre les rayons du soleil pour n'en laisser dégouliner qu'une lumière blafarde et verdâtre, repose une dépouille aux lointaines allures féodales. Courbefies n'est pas simplement un village rayé de la carte, c'est un cadavre médiéval que l'on a méthodiquement démembré, vendu aux plus offrants, puis abandonné de nouveau à l'humidité de la pourriture. La majesté de cette histoire remonte au siècle XIIIe, sculptée dans des pierres massives, un château dominant la vallée et une vieille chapelle où les chants liturgiques résonnaient contre des murs glacés. Mais le lent, le redoutable et inexorable poison de l'exode rural a drainé la sève vitale de cette petite cité perchée. Les ruelles pavées de granit se sont vidées de leurs paysans, et le souffle glacial de l'oubli a peu à peu envahi les granges délaissées. La tentative désespérée de ranimer ces reliques en un luxueux complexe hôtelier s'est soldée par une faillite amère et spectaculaire. Dès lors, le village désarmé est devenu la proie facile des charognards de la pierre et du métal. Le pillage a été d'une minutie chirurgicale, presque sadique. Les lourdes portes sculptées ont été arrachées de leurs gonds oxydés, les magnifiques cheminées de taille démontées et emportées bloc par bloc. Les pilleurs ont même éventré les murs moisis pour en extirper les moindres fils de cuivre de l'installation électrique, laissant les entrailles des bâtisses béantes, tristement exposées à la morsure des quatre vents. Une mousse épaisse, spongieuse et gorgée d'eau tapisse désormais les sols des salons dépouillés. L'odeur persistante de la moisissure, de la terre humide et du vieux chêne pourrissant imprègne l'air immobile de la colline, collant à la peau de quiconque ose s'y aventurer. Mais le chapitre le plus étrange, le plus profondément surréaliste de cette longue agonie, s'est joué loin des arbres, dans la froideur géométrique d'une salle de tribunal. L'intégralité du village, englobant ses ruines fantomatiques, sa chapelle effondrée et son passé millénaire, a été jetée en pâture lors d'une vente aux enchères publiques. En l'an 2012, pour la somme purement dérisoire de 330 000 €, soit à peine le prix d'un minuscule et banal appartement parisien, Courbefies est tombé entre les mains d'un mystérieux photographe originaire de Corée du Sud. Une acquisition aux troublantes allures de conte macabre, qui promettait une renaissance immédiate, mais qui n'a accouché que du néant. Le nouveau seigneur lointain de ces terres n'a pas réveillé les morts. L'isolement demeure d'une brutalité totale. Aucun marteau ne frappe l'enclume de la reconstruction. Les toitures éventrées et les murs éviscérés continuent de sombrer, jour après jour, dans un sombre océan de lierre rampant et de ronces voraces. Courbefies n'est plus qu'une capsule temporelle pillée, un fantôme de pierre possédé par un maître absent, qui attend désespérément sa dissolution finale sous le silence oppressant, majestueux et éternel de la grande forêt limousine. Ville 2, fleurie devant Douaumont.
La terre elle-même semble saigner une douleur ancienne, une agonie sourde qui refuse de s'éteindre. Sous les cieux lourds et gris de la Meuse. Si la forêt domaniale dissimule l'une des cicatrices les plus effroyables que la folie des hommes ait jamais entaillées à la surface de notre monde. Fleury-de-Vendômont n'est pas une simple commune abandonnée. C'est un martyre géologique, une terre sacrifiée sur l'autel de la Première Guerre mondiale lors de l'apocalyptique bataille de Verdun. Il ne reste absolument rien de l'architecture paysanne d'autrefois. L'horizon n'est plus qu'un océan figé de cratères monstrueux, une houle de boue pétrifiée où la chair, l'acier et la pierre ont été broyés ensemble dans un maelstrom de feu d'une violence inconcevable. Le sol que l'on foule avec une infinie précaution est profondément empoisonné. C'est une terre toxique, gorgée de plomb, d'arsenic, de gaz moutarde et de millions d'éclats d'obus rouillés qui remontent perpétuellement à la surface, dès comme si la terre cherchait à vomir la mort qu'on l'a forcée à avaler. Marcher sur ces sentiers boueux provoque une nausée vertigineuse. L'odeur métallique de la rouille ancienne se marie aux effluves humides des sous-bois, créant un parfum de charnier oublié. Là où se dressaient autrefois l'épicerie, l'école communale et les fermes bourdonnantes de vie, on ne trouve plus que de frêles piquets de bois peints d'une peinture blanche écaillée. Ces stèles dérisoires sont plantées directement dans la terre meurtrie pour indiquer le tracé fantomatique des anciennes rues. Le promeneur solitaire navigue au milieu d'un néant topographique, imaginant le murmure des habitants évaporés sous les tirs d'artillerie qui pleuvaient par millions. L'atmosphère est d'une densité suffocante. Car on sait que sous la fine couche d'humus et de feuilles mortes, dorment encore les ossements non identifiés de milliers de soldats broyés par la machine de guerre. Les arbres qui ont repoussé sur ce charnier présentent des formes tortueuses, leurs racines s'enroulant autour des fusils brisés et des casques percés, dans une étreinte macabre et éternelle. Pourtant, au milieu de cette désolation absolue, de cette annihilation totale de la présence humaine, l'État français maintient une fiction administrative d'une étrangeté profondément dérangeante. Fleury-de-Vendômont a été officiellement déclarée morte pour la France, un titre funèbre qui lui accorde un statut unique et bouleversant. Bien que sa population soit éternellement fixée au chiffre terrifiant de 0 habitants depuis plus d'un siècle, et la commune conserve son existence légale. Plus troublant encore, le gouvernement nomme officiellement, mandat après mandat, un maire pour diriger ce village fantôme. Cet édile sans administrer porte l'écharpe tricolore pour veiller sur un registre d'état civil vide, pour administrer une forêt toxique et pour préserver la mémoire d'un lieu rayé de la carte. C'est un devoir solennel, lourd de larmes séchées, qui défie toute logique rationnelle. Le bureau de ce maire sans citoyen n'est que la forêt gémissante. Son conseil municipal est une assemblée d'ombre et son territoire est un sanctuaire maudit où le fracas des obus résonne encore dans le silence terrifiant de la mémoire nationale. L'emplacement de l'ancienne église est marqué par une modeste chapelle érigée bien plus tard, Dieu un petit phare de pierre pâle perdu dans l'immensité verdâtre. Lorsque le vent s'engouffre dans les vallons artificiels creusés par les bombes, il produit un sifflement bas, lugubre, rappelant le souffle terrifiant de la chute des projectiles. Les mousses épaisses qui tapissent les bords des cratères étouffent le bruit des pas, rendant l'exploration presque fantomatique, comme si le visiteur lui-même perdait sa matérialité. Tout dans ce paysage dévasté rappelle que la folie destructrice a ici vaincu le droit d'exister. La nature a certes repris ses droits, mais c'est une nature mutante, nourrie par le sang et le fer, qui refuse d'effacer les stigmates de l'horreur. Les ombres des aïeux semblent glisser entre les troncs malades, condamnés à hanter une commune rayée des cartes géographiques, mais indélébile dans le registre de la douleur. L'année vilain, Oradour-sur-Glane. Le point culminant de notre descente dans l'obscurité mémorielle se trouve en Haute-Vienne. Il existe des lieux où le sanglot de l'humanité a été congelé dans la pierre et la cendre, créant la cicatrice la plus insoutenable, la plus lourde de tout le territoire français. Oradour-sur-Glane n'est pas une simple ruine urbaine. C'est l'image même de l'apocalypse, un cadran solaire dont l'ombre s'est immobilisée pour l'éternité dans l'après-midi sanglant du 10 juin 1944. Ce jour-là, la division blindée de la milice nazie s'est abattue sur ce paisible bourg avec la sauvagerie méthodique et implacable d'un fléau biblique. En quelques heures d'une atrocité innommable, 642 hommes, femmes et enfants ont été massacrés,
On a fusillé dans les granges ou brûlé vif dans l'enceinte sacrée de l'église. Le village tout entier a ensuite été livré aux flammes, consumant les vies, les rires et les souvenirs, dans un brasier d'une cruauté absolue. Au lendemain de la tragédie, le général Charles de Gaulle a pris une décision historique d'une puissance symbolique foudroyante. Il a formellement interdit la moindre reconstruction. Dès lors, la commune martyre a été sanctuarisée, transformée en un gigantesque et terrifiant sanctuaire à ciel ouvert. Arpenter les grandes rues de ce cadavre urbain, c'est marcher dans les couloirs d'une morgue dont le plafond serait le ciel lourd du Limousin. L'air y est incroyablement sec, comme si l'incendie continuait de dévorer l'oxygène de manière invisible. L'odeur persistante, presque fantasmée, là du bois carbonisé et de la poussière ancienne s'accroche à la gorge. Les carcasses boursouflées des automobiles des années 40 rouillent lentement sur les places publiques, leurs carrosseries rongées par l'oxydation, leurs phares vides fixant les visiteurs avec la fixité aveugle des crânes déterrés. Les devantures des boulangeries, des cafés et des ateliers portent encore les enseignes peintes à la main, dont les lettres écaillées hurlent le nom d'artisans réduits en cendres. À l'intérieur des maisons éventrées, dépourvues de la moindre toiture, la tragédie intime s'expose dans une crudité insupportable. Dans ces foyers calcinés, les lits de fer forgé sont tordus par la chaleur extrême de l'incendie, ressemblant à d'horribles cages thoraciques écrasées sous la force du désespoir. Les machines à coudre, noircies et fondues, et reposent sur des tables de pierre fendues par les flammes, témoignage silencieux d'un quotidien brutalement pulvérisé. Dans les ateliers, les outils des forgerons et des charrons sont restés exactement là où les mains de leurs propriétaires les ont lâchés pour la dernière fois, avant de croiser le regard des bourreaux. Les rails du tramway qui traversaient la rue principale sont déformés, ondulant sous l'effet des températures infernales qui ont liquéfié le métal, marquant le sol d'une cicatrice sinueuse et contre nature. Le silence qui enveloppe ces rues est d'une densité insoutenable. Ce n'est pas le silence paisible de la campagne endormie, mais un silence imposé, un vide assourdissant qui écrase les épaules de chaque personne qui ose franchir le portail rouillé de l'entrée. L'église de la commune, épicentre de l'innommable barbarie, et dresse encore ses murs chétifs vers le ciel, comme pour réclamer une justice que la terre lui a refusée. Le fer des cloches s'est effondré, fondu en flaques informes sur les dalles brûlantes. Chaque pierre éboulée, chaque morceau de verre fondu est une relique de la souffrance pure. Les herbes sauvages n'osent que timidement percer les trottoirs, comme si la terre elle-même était trop traumatisée pour nourrir la vie à nouveau. Oradour-sur-Glane est une horloge brisée, un arrêt sur image d'une violence cataclysmique. Le visiteur n'est plus un simple observateur, il devient le témoin passif d'un crime contre l'humanité figé dans la rouille et le charbon. C'est le testament ultime de la douleur, un musée de l'apocalypse maintenu dans son exact état de dévastation, et où l'écho des vies volées résonne infiniment dans le vide terrifiant des fenêtres sans vitres, rappelant au monde que la mémoire ne s'efface jamais. Le silence de ces ruines nous observe. Laquelle de ces 5 villes fantômes vous a glacé le sang avec le plus de cruauté? Auriez-vous le courage viscéral de marcher seul au milieu de ces rues mortes? Racontez-moi vos peurs dans les commentaires et n'oubliez jamais de regarder dans l'ombre.